Bonjour à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous, votre magazine Culture et Société. Soyons cash, avez-vous peur de mourir? Si l'issue est certaine, en avoir peur, c'est donc avoir peur de vivre. Et il en parle avec humour. Joseph Agostini, psychanalyste, est notre invité. Il sort un manuel pour en finir avec la mort. De quoi avons-nous peur? Quel est le rôle des médias? Réponse avec Séverine Pardini-Battesque. Elle est journaliste. Enfin, Mater Dolorosa, ou l'expression de la douleur, c'est une chronique de Marie-Jo Arriguilandine. Bonsoir Joseph, bienvenue, je vous en prie. Bonsoir, bienvenue au Célia. rendez-vous, bienvenue sur le plateau, c'est un plaisir Merci de vous accueillir. Joseph, vous êtes psychanalyste, vous êtes également auteur de théâtre et à paraître le manuel pour en finir avec la mort. C'est un livre qui parle avant tout de la vie. Absolument, mais je crois que la mort et la vie, c'est la Forcément. même chose, hein, et ça se termine toujours mal, Le la début vie. et Donc la je crois fin. qu'il vaut mieux en parler. Alors ce livre, vous l'avez coécrit avec Agnès Rouby, elle est également psychanalyste. Absolument, oui. Et vous écrivez La mort, that's life. Et ben, c'est un petit peu de la biologie tout ça finalement. Mais je crois que finalement, la mort, on peut en parler quand elle est anonyme. Hein. Quand on parle de la mort biologique, par exemple, 99,99% des espèces terrestres ont déjà disparu de la surface du globe. Donc là, c'est simple. En revanche, Et quand on l'aventure parle... continue, heureusement. L'aventure continue. Mais quand on parle de la sienne, quand on parle de celle des gens qu'on aime, alors tout d'un coup, ça devient beaucoup plus ardu, beaucoup plus... Une angoisse métaphysique nous saisit depuis la nuit des temps. Et je crois que, voilà, c'est pour ça qu'en tant que psychanalyste, j'avais très envie de parler de cette épreuve. Alors, en parler de la mort, comment est-ce qu'on fait pour l'aborder sans tabou ? Alors je crois que la mort, c'est un tabou ancestral. Je crois qu'on ne peut pas y couper. À un moment donné, quand on parle de la mort, on parle de soi. D'ailleurs, je crois que c'est l'intimité avec la sexualité la plus stricte au monde. C'est vraiment du domaine de l'intime. C'est notre jardin secret, notre rapport à la mort, notre rapport à la sexualité. Donc il y a forcément un tabou. Mais je crois qu'en revanche, on peut l'amadouer, la mort. On peut davantage, finalement, s'en approcher. Et au fur et à mesure, on peut lui donner... un visage humain. Voilà, je crois que ce qui est important, c'est au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, eh bien, d'approcher la mort, de l'appréhender autrement, peut-être avec plus de réalisme. Dédramatiser, peut-être ? Dédramatiser, oui, mais aussi, je crois qu'il y a avant tout la notion de... Qu'est-ce que c'est la mort finalement? C'est d'abord et avant tout une inconnue. Hein. Personne ne sait, personne n'en est revenu. Donc, pourquoi forcément y voir, pourquoi une tonalité tragique? Il y a la possibilité de la vivre autrement. Et d'ailleurs, certains endeuillés, certaines personnes qui ont vécu la mort de proches, qui ont eux-mêmes vécu de longues maladies ou des accidents, peuvent en parler de cette manière. Hein. Ils voient la mort différemment tout d'un coup. Hein. Je crois qu'il y a plusieurs visages et je crois qu'on peut donc s'en sortir en la pensant, cette mort. Vous l'avez dit tout à l'heure, parler de la mort, bon, celle des autres passe encore, mais la sienne, ça devient beaucoup plus compliqué. Pourquoi? On a peur? Je crois qu'à partir du moment où on parle de notre mort, on révèle son intimité la plus profonde et je crois qu'on se parle à soi-même. Là, d'un seul coup, on est en prise directe avec quelque chose qui nous touche, quelque chose qui nous bouleverse. Et donc, c'est beaucoup plus facile de l'évacuer, de l'esquiver. On vit dans des sociétés aujourd'hui où la mort, on la met sous un mouchoir. Hein. On a le sentiment comme ça qu'on pourrait presque l'oublier. Hein. Et quand elle revient nous voir, frapper à notre porte, alors le coup est évidemment beaucoup plus dur, hein, puisqu'on a passé sa vie à vouloir en réchapper. Donc je crois que remettre la mort au cœur de la société sur un plan philosophique, sur un plan psychanalytique, c'est permettre de mieux la vivre. Vous écrivez la mort, la plus grande gaffe de l'existence. Est-ce qu'on peut en parler avec humour de la mort? C'est le philosophe Vladimir Jankélévitch qui disait que ça, effectivement, qui disait que la mort était la plus grande gaffe de l'existence, que c'était l'énormité de nous en tant que vivants. On ne pouvait pas s'imaginer devoir disparaître un jour. Et c'est effectivement ça qui revient, hein, cette sorte d'énormité, cette sorte d'incapacité finalement de se figurer notre mort dans la vie. Est-ce qu'on peut rire de la mort? Je crois qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Elle n'est pas de moi, celle-là. Je crois qu'on peut rire de la mort, mais on peut rire de la mort avec tendresse, jamais sans tendresse, je crois. Rire de la mort, l'humour noir, c'est très bien. C'est Pierre Desproges qui disait, notamment Noël au scanner,
et pas qu'au cimetière, hein, il ne s'est pas planté pour le coup. Mais je crois que quand on rit de la mort, je crois qu'il y a cette idée que, on peut finalement humaniser cette fin et être capable finalement de dépasser ses angoisses. Alors, vous écrivez également « La mort nous instruit », c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que quelqu'un qui a vécu, qui a été en prise directe comme ça avec la mort, hein, dans sa vie personnelle ou qui a vécu un deuil fatidique, un deuil traumatique, a forcément quelque chose d'un savoir sur lui-même et d'un savoir sur les autres. On relativise ? On relativise, mais aussi on peut... J'ai rencontré, donc pour écrire ce livre avec Agnès Rouby, beaucoup de personnes qui ont vécu ça, hein, qui ont vraiment été à l'épreuve du réel. Hein. Elles n'ont pas imaginé la mort, elles l'ont rencontrée pour de vrai. Hein. Elles y ont réchappé, elles ont assisté à la mort de leurs proches. Et je crois qu'il y a toujours un enseignement, finalement. On parle de la mort comme on parle d'un savoir sur soi, d'un savoir sur les autres, et on peut la transformer. Hein. Le deuil devient soudain fécond, et on est capable d'en dire quelque chose. C'est ça qui est magnifique, et c'est ça qui prouve justement que la résilience est possible. Vous êtes allé justement à la rencontre de ceux qui ont survécu. Quel est leur discours à ces personnes-là ? Ceux qui ont survécu à la mort, je crois qu'il y a 1000 manières de survivre à la mort. On n'a plus peur ? On n'a plus peur parfois. Hein. Parfois, certains vous diront, voilà, j'ai touché du doigt quelque chose, un mystère qui m'échappait jusqu'à présent, et aujourd'hui je sais, donc je suis apaisé, hein, je suis en paix avec moi-même, je sais ce qui m'attend. D'autres vous diront que finalement, cette mort-là leur fait toujours aussi peur. Hein. Je crois que vraiment, à chaque personne son histoire, sa trajectoire, à chaque personne son rapport à la mort. Mais il est vrai que quand on rencontre la mort, eh bien, on est profondément transformé et je crois qu'on est plus humain qu'avant. Certains relativisent, d'autres en sont incapables. Ceux qui ont perdu un être cher, par exemple Laure, qui a perdu Ludo tellement brutalement qu'elle s'est mise presque en mode veille. Elle n'a pas réalisé, il n'y avait plus aucun sentiment pour faire face. Est-ce que c'est un mécanisme de préservation de l'inconscient, cette façon de gérer la mort ? Je crois que concernant donc cette personne dont vous parlez, je parle de la mort juste après avoir affronté la mort de son mari. Elle est dans une sidération. Hein. Il y a ce qu'on appelle la sidération post-traumatique, quelque chose comme ça qui vient geler les facultés cognitives du sujet. Il se retrouve face à un mur. Parfois d'ailleurs, comme cette personne, eh bien, elle a eu soudain la possibilité finalement d'en parler à ses enfants, de faire... Elle ne le fait pas. Comme une automate, pardon ? Spontanément, elle ne leur dit pas. Elle ne leur en parle pas, mais elle est capable de dire, à un moment donné, de prendre en main les obsèques de son mari. Elle est capable, tout d'un coup, de faire face. Et puis, elle s'effondre. Je crois que voilà, quand on vit soi-même quelque chose de cette ampleur dans la vie, eh bien, on peut, à un moment donné, remettre à plus tard l'effondrement au nom de l'amour qu'on porte à ses proches. La peur de mourir, Joseph, c'est la peur de vivre. Ça ne sert à rien finalement d'y penser puisque l'issue de toute façon est certaine. Alors, mon credo, justement, c'est qu'il faut y penser, il faut ne pas l'esquiver, il faut la regarder en face, la mort, pour l'amadouer. Je crois qu'à un moment donné, quand on n'y pense pas, il y a ce qu'on appelle en psychanalyse le retour du refoulé. Et le fait qu'à un moment donné, ceux qu'on met sous un mouchoir, ceux qu'on dénie dans la vie, revient par la fenêtre. Et là, on se retrouve sidéré et on se retrouve accablé. Je crois que plus on en parle, plus on dit des choses sur la mort, moins elle nous est étrangère. La seule chose dont on soit sûr à 100% dans la vie, forcément, c'est de mourir. Mais s'il ne faut pas avoir peur de mourir, de quoi avons-nous peur, Joseph ? Quel est le rôle des médias dans cette histoire ? Je vous propose d'en parler avec Séverine Pardini-Battès. Elle est journaliste et elle nous attend. Suivez-moi, c'est la rencontre. Bonsoir Séverine. Bonsoir Célia. Vous attendiez ? Absolument, je vous attendais. Question d'usage, est-ce que vous vous connaissez ? On s'est croisés. On s'est croisés, absolument, et j'ai hâte de lire votre prochain ouvrage. Et moi aussi, et de découvrir comment rire finalement de ce qui serait censé nous faire peur.
Absolument. Alors Séverine, vous êtes journaliste, vous êtes spécialisée dans les faits divers. Moi, j'aimerais savoir quel est le rôle des médias dans nos peurs. Est-ce que les médias sont responsables de nos peurs et est-ce que vous vous sentez un peu coupable ? Alors, on va commencer par les faits et un constat il faut à un moment faire appel à la réalité. La société n'est pas particulièrement plus violente aujourd'hui qu'avant. Je ne suis pas sûre qu'il faisait bon se balader au Moyen-Âge, voilà, et qu'on était particulièrement plus en sécurité qu'aujourd'hui. En revanche, et là arrive la faute évidemment, ou en tout cas la responsabilité, ou peut-être la mission, parce que c'est un devoir d'informer des médias. Parce que ce qu'il se passe aujourd'hui est porté à la connaissance du public. Donc évidemment, ça peut générer, faire naître, voire entretenir la peur, l'angoisse. Alors on essaie pour autant de ne pas tout rendre anxiogène, mais évidemment le fait de porter à la connaissance ce qui se passe, ce qui était moins le cas auparavant, peut en effet faire naître de la peur. De quoi avons-nous peur dans notre société occidentale ? Si ce n'est pas de mourir. Je crois que c'est effectivement ce que vous dites est très juste dans la mesure où on meurt beaucoup moins qu'avant. Les conditions de vie se sont largement améliorées. Aujourd'hui, tout est effectivement presque pasteurisé. C'est-à-dire que c'est la mort dans l'image, la mort médiatique, on la voit. Il y a quelque chose, évidemment, on assiste aux morts via la télévision, via les médias. Mais la mort dans ce qu'elle est vraiment, on veut le cacher absolument. C'est comme si, avec le déclin de la religion notamment, il y a cette idée que cette mort, on veut la voir, comme on regarderait un film de science-fiction, mais on ne veut pas savoir que ça va nous arriver, on ne veut pas la penser. Et je crois qu'il est là le décalage. Une fascination du mal, Je crois, une fascination de l'image, une fascination de l'émotion. On est dans une société émotionnelle, basée justement sur la pulsion. Il y a le plaisir de regarder, parfois le voyeurisme qu'il y a, le sensationnalisme, et une absence de pensée. Il y a quelque chose d'acéphale là-dedans. Il y a comme si finalement on voulait voir sans penser. Vous avez parlé de violence tout à l'heure, Séverine. Quel est le seuil de tolérance à cette violence ? Est-ce que la société s'y est habituée ? La faute aux médias ? Alors c'est vrai que les médias et qui se sont diversifiés, parce qu'aujourd'hui on est, qu'on le veuille ou non, on est abreuvé, et parfois jusqu'à plus soif de ces infos, de cette violence, de ces répétitions. Les images nous arrivent sans même parfois qu'on aille les chercher. Donc il y a en effet peut-être pas une habitude, mais en tout cas une acclimatation, je pense, à cette violence. Et puis, elle nous arrive par tous les canaux possibles, c'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, le smartphone auquel tous, même si on s'en défend, on est plus ou moins accrochés toute la journée, les chaînes d'infos continuent, les médias traditionnels qui ont eux aussi leur support numérique, on est face à l'information dans ce qu'elle a parfois de plus en plus violent. Donc il y a une certaine habitude en effet qui est prise, ce qui ne signifie pas insensibilité, on a toujours un sentiment de rejet, mais on se familiarise en tout cas avec la proximité du drame. Quel est le rôle des médias ? Comment est-ce qu'on fait pour informer sans effrayer ? Alors la frontière est ténue, évidemment. C'est possible d'ailleurs. Je me demande même si oui, en effet. Les médias, ils ont finalement un rôle de témoin. On n'est pas là pour créer l'info, on est là simplement pour être l'intermédiaire. Et l'intermédiaire, forcément, avec des choses qui ne sont pas agréables, me concernant en tout cas, puisque j'ai longtemps traité des faits divers et de la chronique judiciaire. Donc, ce n'est pas des informations plaisantes qu'on vient porter à la connaissance du public, mais encore une fois, on n'en est que le passeur, on n'est pas le créateur. Vous êtes accro à l'info en continu ?
Non, pas l'info en continu, pas du tout. Et justement, je pense qu'à un moment donné, c'est ce recul-là aussi qui permet de penser. Quand on est face à l'actu permanente, il y a un effet de fascination, fascination de l'image. Et en revanche, quand on est un petit peu décalé, quand on prend le temps, quand on lit par exemple un journal, on n'a pas du tout la même démarche intellectuelle. On est capable de réflexion. La société de l'image, c'est avant tout la société de consommation de l'image. On consomme de l'image, on consomme de l'émotion, et évidemment, on perd un peu pied dans cette profusion. On s'y est habitué, l'info en continu, à ce flot d'informations en permanence, mais est-ce que c'est anxiogène ? Je crois que c'est très anxiogène et ça crée de l'addiction dans la mesure où il y a cet effet de fascination qui fait appel vraiment à nos pulsions les plus archaïques. On est là à vouloir voir ce qui se passe. Et quand on lit, quand on analyse, on n'a pas du tout la même démarche. C'est-à-dire les choses sont passées, on est capable de recul, on peut lire des gens qui ont déjà pensé à notre place, pour ainsi dire, l'événement. Et là, du coup, on devient plus intelligent. En revanche, je ne suis pas sûr qu'on devienne plus intelligent quand on regarde 24 heures sur 24 une chaîne d'infos. Alors, je vais m'adresser à la journaliste. Forcément, une information sensationnelle, ça fait vendre. Elle est où la limite éditoriale entre ce qu'on peut dire et ne pas dire? Oui, alors, tout simplement en appliquant les règles, parce que journaliste, c'est aussi se plier à une déontologie. Journaliste, c'est un métier. Voilà, on a parfois tendance à l'oublier, mais journaliste, c'est un métier. C'est un métier où on pratique la déontologie, où on pratique le contradictoire, où on vérifie quelque chose avant de l'écrire, le publier, le montrer. Voilà, et alors évidemment, ce qui fait vendre passe souvent avant ou est traité avec plus de place et plus d'intérêt. Mais pour autant, ça ne doit pas nous faire oublier les règles de base de ce métier, c'est-à-dire qu'on doit toujours garder de la dignité parce que rester digne, c'est, je crois, rester dans les clous tout le temps, et c'est important. Et puis, c'est de se rappeler et qu'on a la mission d'informer, mais que cette mission d'informer, elle doit répondre à des règles très strictes, et que la déontologie, ça doit nous guider le matin quand on commence à faire ce métier, et le soir, tard, quand on finit de le faire. On va circuler très souvent sur les réseaux sociaux la théorie du complot. Est-ce qu'informer, ce serait finalement moins effrayant que le secret? Retour à la censure soviétique, je propose ça, sur France 3 via Stella. Non, je pense qu'à un moment donné, le secret est toxique et nocif quand on cache des choses, quand on cache à une population des choses. Évidemment, on la rend plus misérable sur le plan intellectuel. Elle ne sait rien, elle n'a plus accès et donc elle est manipulée. En revanche, tout montrer, tout dire, encore une fois, par l'image. Donc l'image est un leurre en soi, c'est-à-dire que c'est absolument pas tout dire, c'est le semblant, l'image. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est aussi manipulé. Très bien. Allez, je vous propose une petite parenthèse. Il y a un exercice imposé à la fin de l'émission. Il faut répondre à un questionnaire qui tourne autour du mot rendez-vous. Vous allez vous plier avant de partir. Francesco Tiradrit était notre invité. Il est égyptologue et il a répondu à ces questions. On regarde les réponses. En une phrase. Je suis un égyptologue, je suis en Toscane. Je suis quelqu'un qui aime la vie. Voilà. Pour réussir un rendez-vous, il faut être détendu. Je crois qu'il faut aller sans s'attendre trop de choses. Il faut voir ce qui se développe. Qui rêvez-vous de rencontrer? Moi, je rêverais de rencontrer une reine égyptienne. J'aimerais voir vraiment s'ils sont comme on les décrit. Surtout Hatshepsut ou Cléopâtre. Votre pire lapin, les lapins posés ou lapins reçus? Ça, c'est pas parce que j'en pose pas mal. J'en ai posé pas mal dans ma vie des lapins. J'étais célèbre. Il y avait un moment que j'étais célèbre pour poser lapins. Les pires lapins. Il y en a tellement que je ne peux pas dire les pires que j'ai posés. Voilà. Le rendez-vous
Moi, je crois que je serais embarrassé dans un rendez-vous avec moi-même. Chaque fois que je me revois à la télé ou dans un miroir, je suis toujours embarrassé. J'imagine pas, peut-être je m'irai. Le rendez-vous n'est pas manqué. Pas manqué, c'est le rendez-vous avec la mort, parce que ça, c'est un rendez-vous qu'on aimerait rater, mais on n'arrive jamais à le faire. Quel rendez-vous repoussez-vous toujours? C'est difficile à dire. En principe, je ne repousse jamais les choses à faire pour paresse. Parfois, je repousse des rendez-vous pour paresse, c'est ça. Mais il n'y en a pas quelqu'un en particulier. Mon premier rendez-vous, c'était où, quand et avec qui? Mon premier rendez-vous, c'était quand j'avais 10 ans avec une fille que j'aimais beaucoup. Et c'était dans mon village, devant un bâtiment où elle habitait. Je l'ai attendu pendant des heures. Après, elle est sortie et je suis parti. Voilà. Voilà, mot de la fin de Francesca. Allez à suivre Mater Dolorosa ou l'expression de la douleur. Entre iconographie et symbolique, il nous faut un décryptage. Marie-Jo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Oui, c'est le titre de votre manuel, Pour en finir avec la mort, qui m'a rappelé en fait cette vision chrétienne de la mort. Chez les chrétiens, le mort est avant tout un dormant qui va se réveiller. Je crois à la résurrection de la chair, dit-on dans le credo. Bon, la résurrection de la chair, c'est pas une réincarnation, c'est a priori une vraie résurrection dans la personnalité que l'on pouvait être. On verra bien, hein. On verra, on peut me réincarne. Exactement. On n'est pas pressé de savoir. On n'est pas pressé, c'est vrai. En tout cas, un bel accent égyptien. Hein. Il était magnifique, oui, notre égyptologue. Alors pour les chrétiens, eh bien voilà, lorsque le Christ explique clairement que la mort est une phase finalement réversible, les attitudes des endeuillés doivent changer. On n'est plus finalement on n'a plus de raison de pleurer à chaudes larmes, de se rouler par terre, de s'arracher les cheveux, de se couvrir de cendres comme faisaient les anciens Hébreux ou les Grecs. Enfin, on voit ça dans tous les romans comme les écrits comme l'Iliade, l'Odyssée, etc. On devrait plutôt finalement accompagner le défunt dans la paix et avec une relative sérénité. Ça, c'est dans l'idéal chrétien. Bon, ça, c'est un petit peu en oubliant aussi que la peine de la séparation, le doute, malgré tout, malgré la foi, la peur aussi de l'au-delà font que les choses ne se passent pas tout à fait de cette manière-là. Alors finalement, les religieux se sont dit on va trouver un compromis, puis les peintres les ont suivis. Et ce compromis, c'est le Stabat Mater Dolorosa. C'est un poème de 20 strophes de 3 vers, qui a été composé par le frère franciscain Jacopone da Todi au XIIIe siècle. Ça dit Stabat Mater Dolorosa, Justav crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Ma sœur va m'extriper parce qu'elle est latiniste. Ça veut dire la mère était debout près de la croix dans la douleur, là où son fils était suspendu. Donc on a maintenant l'idée d'une vierge qui est accablée, mais qui est debout. Alors qu'avant, on va voir un tableau de Grunewald dans lequel, en fait, elle est effondrée. Elle est en pamoison, on dirait même qu'elle est morte dans les bras de Saint Jean. Et dorénavant, on va changer ça. Elle va être debout, on va le voir dans des crucifixions, affligée, c'est vrai, la douleur est là, mais si vous voulez, elle accueille le deuil avec une certaine force, une certaine dignité. La Mater Dolorosa a des larmes. Elle a les yeux parfois extrêmement rougis, on le voit aussi sur certains tableaux de Titien, d'autres anonymes. Mais l'acceptation et le renoncement au chagrin existent puisqu'elle sait que son fils va ressusciter. Et ça, c'est un modèle qui a été très difficile finalement à imposer, et particulièrement en Corse, où on a gardé un rite relativement violent qui correspondait au rite des païens, ceux qui n'ont pas eu la révélation que la mort n'est qu'un passage. Et pendant des années, les prêtres ont menacé les Corses d'excommunication et d'amende, mais ça n'a pas fait grand-chose. Moi, je voulais vous poser une question rapidement. Est-ce que la religion, à votre avis, est une solution pour en finir avec la mort ? Je crois que j'ai envie de dire que c'est la solution du pauvre, mais je vais me faire gronder. Mais je pense que la religion, effectivement, a longtemps été une solution. Et je crois qu'avec la psychanalyse, comme le disait Lacan, derrière l'autre, il n'y a peut-être personne. En tout cas, la psychanalyse est allée y voir au-delà. Et je crois qu'à un moment donné, il y a peut-être une angoisse métaphysique, puisque peut-être dans le ciel, il n'y a personne, comme le chantait Alain Souchon. Mais dans le même temps, c'est à ce prix-là que l'homme a progressé et aujourd'hui ce qu'il est. Donc finalement, le psychanalyste devient le prêtre des temps modernes. Je crois qu'à un moment donné, le psychanalyste sait qu'il ne sait pas, et c'est là bien la différence avec le religieux, effectivement. Qui pense qu'il sait, enfin qui en tout cas affirme. Qui a en tout cas plein de certitudes. Voilà, mais c'est vrai que c'est... Non, je me demandais si Joseph avait peur de mourir.
Si j'ai peur de mourir, oui, j'ai peur de mourir surtout parce que je vais quitter les gens que j'aime et que je pourrais laisser ma petite fille un jour. Mais je crois que finalement, je suis plein d'espoir parce que je crois en une vie, je crois en un au-delà. Je suis profondément déiste. Pour s'y aider, justement, le manuel pour en finir avec la mort aux éditions En Volume. Merci infiniment d'être venus, Séverine, Marie-Jo et évidemment Joseph. Merci à tous de nous avoir suivis, soit en direct, soit en replay. À vous de choisir votre écran. Le rendez-vous, c'est où vous voulez et quand vous voulez. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. Ciao.